Bonjour tout le monde, comme convenu, nous allons aujourd'hui parler du diagnostic nutritionnel et son intérêt en pratique courante. Malheureusement, en pratique courante, le diagnostic nutritionnel est insuffisamment réalisé par manque de temps ou de connaissances nutritionnelles, par absence de gold standard aussi. Finalement, qu'est-ce qu'un diagnostic nutritionnel et pourquoi le réaliser? Ça permet de déterminer le profil nutritionnel en fonction de l'âge, la personne âgée, le nourrisson, le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent, la femme enceinte, etc. Ça permet aussi de connaître un petit peu les performances du sportif, de l'adulte, etc. Et enfin, de déterminer donc un profil, un état nutritionnel d'une personne porteuse de maladies. Il concerne aussi les états de dénutrition et les surcharges pondérales. Finalement, c'est donc pour faciliter la prise en charge thérapeutique et éviter les complications. Sur quoi va reposer le diagnostic nutritionnel? Premièrement, nous avons les facteurs anthropométriques. C'est tout simplement pour dire qu'on a besoin de connaître le poids, la taille, l'IMC, l'histoire pondérale, mesurer le pli cutané, alors les plis cutanés au niveau précipital, au niveau abdominal, etc. Et enfin, le tour de taille et de hanche. Ensuite, nous avons la biologie. L'albumine, la préalbumine, il y a des tas de facteurs. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue biologique, et j'insiste énormément, rappelez qu'aucun marqueur biologique pris isolément n'est suffisant pour poser un diagnostic nutritionnel. Le diagnostic nutritionnel va aussi reposer sur les indices nutritionnels. Il y en a un paquet, je ne vais pas les citer. On va surtout parler du MNA, c'est le Mini Nutritional Assessment. Ensuite, on a les outils de dépistage qui permettent de repérer les malades potentiellement dénutris. Là aussi, on va retrouver plein d'outils, NST, SNAC, MST, peu importe, on ne rentre pas dans les détails. Ça concerne essentiellement les patients dénutris. Ensuite, on peut passer au bilan calorique. Le bilan calorique, il y a 2 points. Premièrement, évaluation des besoins caloriques, qui va reposer sur la mesure des dépenses énergétiques à travers les calorimétries directes et indirectes, à travers l'eau doublement marquée. Le calcul des besoins caloriques à travers les fameuses équations de Harris et Bénédicte, et puis l'évaluation de l'activité physique, dépenses énergétiques quotidiennes plus variables. Et en deuxième point, va reposer sur l'évaluation des ingestions, des enquêtes alimentaires tout simplement, semainier ou journal alimentaire, enquête réalisée par interview, souvent c'est des diététiciennes. On peut aussi faire appel à des feuilles de surveillance alimentaire. On peut aussi faire une bioimpédance-métrie. Il s'agit d'une résistance au passage d'un courant électrique et qui permet l'analyse segmentaire de la composition corporelle. La même technique peut être réalisée par le DEXA, le Dual Energy X-ray absorptiométrie, qui permet de déterminer la composition corporelle de référence non influencée par l'état d'hydratation. Nous avons aussi les méthodes de dilution isotopique, le potassium corporel 40K, la mesure de l'eau corporelle à partir d'un traceur stable. Nous avons aussi l'imagerie, le scanner et l'IRM qui permettent des mesures précises et fiables et reproductibles surtout des différents tissus adipeux, quelle que soit leur localisation. Finalement, le diagnostic de l'obésité repose sur les valeurs de l'IMC. Certainement, cet indice de masse corporelle n'est pas parfait puisqu'il ne s'applique pas à la totalité de la population. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les sportifs de haut niveau, mais il reste quand même une référence mondiale, simple et facile à pratiquer. Ensuite, la répartition de la masse grasse dans le cadre de l'obésité, on va retrouver 2 types. L'obésité androïde, principalement chez les hommes, qui va être synonyme de complications métaboliques et cardiovasculaires, et puis l'obésité gynoïde, essentiellement chez les femmes. En ce qui concerne la dénutrition, le diagnostic est beaucoup plus difficile à établir. Il va reposer sur plusieurs paramètres, cliniques, biologiques, morphologiques. Les indices nutritionnels composites et au type du dépistage nutritionnel qu'on a vu tout à l'heure peuvent présenter un intérêt pour évaluer les risques et déterminer les patients potentiellement dénutris. En conclusion, ce qu'il faut retenir, le diagnostic nutritionnel est nécessaire à la pratique courante
Il repose sur plusieurs données biologiques, cliniques, des examens complémentaires radiologiques, etc. Identifie au plus vite le statut nutritionnel et loin d'être évident en cas de dénutrition. Le traitement ne peut s'envisager qu'après un diagnostic nutritionnel bien posé. Enfin, la prise en charge de l'obésité est toujours pluridisciplinaire, diététique, sportive, psychologique, médicale, chirurgicale, etc. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas que vous êtes l'acteur de votre propre santé.